combat final, pouvoir caché, vos théories sont peut-être plus vraies que prévues et certaines pourraient être terrifiantes. Donc bienvenue à tous, c'est parti pour une petite vidéo où je réacte à vos théories en commentaire. Juste avant de commencer, comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à follow, liker, commenter. Pour la team YouTube, vous avez le Discord de Twitter et les souscriptions. Et pour terminer, vous avez 2 chaînes secondaires, une qui traite du gaming et une qui traite des openings TCG. Donc un grand merci à tous ceux qui rejoignent, vous êtes les GOAT et nous on est parti pour réagir à toutes vos théories. Let's go les gars. Donc on est parti les gars et je suis assez content parce que vous avez tout simplement explosé le nombre de commentaires, c'est colossal. Et il va falloir tout simplement que je réponde à un maximum. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns, malheureusement je vais pas pouvoir tous les faire en vidéo. Mais j'aimerais potentiellement plus tard essayer de répondre à un maximum de théories. Donc let's go réagir. Et on commence directement avec le premier commentaire qui est tout simplement un commentaire de JS Rayon qui dit: à part la partie avec Shanks et un peu avec Barbe Noire, je trouve que parfois l'animation fait un peu dessin animé cartoon maintenant, c'est peut-être moi. Donc en gros vous l'aurez capté, c'est une petite réaction au dernier épisode de One Piece et effectivement certaines personnes ont rapporté qu'il y avait ce côté cartoon. Et c'est vrai qu'en fait, si vous regardez bien, ils ont amélioré les mouvements, mais le fait qu'il y ait énormément de mouvements, ça fait un petit peu cartoon, surtout que la DA en ce moment dans One Piece fait en sorte de vraiment mettre ce côté cartoon en avant. Je pense que c'est une volonté d'Oda, mais aussi que c'est les animateurs qui ont décidé aussi d'aller dans ce sens-là pour correspondre à la vision d'Oda. Donc ça, c'est ce que je crois et ça me dérange pas, surtout qu'il y avait vraiment des scènes ultra badass comme il l'a dit, celle avec Shanks et Barbe Noire, c'est colossal. Et dites-vous que ce n'est que le début. Sachez que la Toei, ils adorent faire ça, commencer en douceur puis après faire en sorte que chaque épisode soit complètement colossal, surtout quand il y a du combat et tout. Là évidemment, au vu de la narration, c'était compliqué de faire quelque chose de colossal, mais ils ont quand même mis à l'honneur les fameuses scènes avec Shanks et avec Barbe Noire. Donc franchement, pour l'instant c'est un régal. Deuxième commentaire, c'est tout simplement Jérôme, le bon vieux Jérôme, c'est un no Nakama, et il nous dit tout simplement: donc fantôme pour toi ce serait Black Nika. Donc il fait référence au fait que j'ai fait beaucoup de comparaisons entre Nika et Imu dernièrement, et ça c'était avant en plus la révélation de son design, mais le design révèle pas mal de choses. Je vous avais déjà fait prendre connaissance du fait que voilà, il a une lance tout comme le tout premier Nika. Évidemment elle ressemble pas exactement, mais au vu de l'être qu'est Imu et de l'idée qu'on se faisait de lui par rapport à ce qu'il est réellement, je pense quand même que la lance peut être aussi un petit peu modifiée, soit par le pouvoir du mousse, soit par le fait que Oda ait décidé de changer un petit peu de chara design avec les années. Donc ça pour moi c'est quelque chose de cohérent. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres informations qui ont été mises en avant, c'est tout simplement les habits. Si vous regardez bien les habits du Black Nika, on voit tout simplement que le pantalon c'est exactement le même. C'est un espèce de pagne bizarre, pagne viking un petit peu, mais plutôt ancien je dirais, avec une ceinture, avec un rond exactement le même que Imu quand il arrive dans le précédent chapitre. Donc ça, je trouve ça banger. Je trouve ça banger et ça corrobore tout simplement tout ce que je disais comparé à Imu-sama, mais aussi à Nika. On a un autre commentaire maintenant, qui est tout simplement un commentaire de Kyros Damoclès qui dit: salut, quand je t'écoute, surtout avec le fond sonore, j'ai l'impression que tu cherches coûte que coûte à humaniser Imu en dépit des malheurs et des souffrances que ce personnage a engendré dans le monde de One Piece. Les retournements de veste d'une certaine partie de la fanbase sur le gouvernement mondial arrivent plus vite que je ne l'aurais cru depuis que l'on sait que la peau d'Imu est brune. Ne serait-ce pas d'une hypocrisie prévisible? Donc là, Kyros il est un petit peu dur avec les fans, mais il faut bien comprendre que c'était aussi quelque chose de logique, c'est pas quelque chose de nouveau. Si on se rappelle par exemple les paroles de Dragon, il avait tout simplement dit que les Tenryubito n'étaient pas les ennemis finaux et que les ennemis étaient plutôt les chevaliers divins. Et je pense qu'il parlait en même temps de tous ceux qui sont liés de loin ou de près à Imu-sama, côté démoniaque, etc., etc. Et en plus de ça, Oda il nous a quand même habitués énormément à faire en sorte que les ennemis sont tout simplement les alliés de demain. Tu vois, quand
quand on regarde Baggy, qui était un ennemi principal d'un petit arc du début du manga, il est aujourd'hui quand même plutôt du bon côté de la force, tu vois, avec les liens avec Shanks, avec le fait qu'ils soient empereurs, etc., ça l'a quand même adouci, et en plus ces hommes l'aiment énormément, et on voit quand même que Baggy se force à être quand même digne de ces hommes, tu vois. Ça, c'est qu'une des dizaines de personnes qui ont tout simplement changé de camp au cours de l'aventure, hein. Je pourrais citer Crocodile, je pourrais même citer d'autres personnes qui pourraient le faire, mais voilà, tout ça pour dire que hypocrisie prévisible, j'aime pas trop ce mot, surtout qu'en fait, comme je viens de le dire, c'est des choses qui se sont déjà passées, c'est des choses qu'on pouvait envisager, et si vous lisez correctement le manga en profondeur, vous savez que Oda adore faire en sorte de toujours nous questionner sur le bien et le mal. Rappelez-vous un petit peu le discours de Doflamingo qui disait certains n'ont jamais connu la guerre, d'autres n'ont jamais connu la paix. Vous connaissez très très bien. Donc, ça montre un petit peu qu'il y a une espèce d'équilibre et que voilà, le bien, le mal, c'est des choses qui sont tout simplement objectifs et qui sont pas permanents. Donc, voilà, retournement de veste, hypocrisie prévisible, moi je suis pas du tout convaincu pour ça, et au contraire, il faut savoir s'adapter et avancer avec les informations. Mais pour répondre tout simplement à ce qu'il me disait, est-ce que je cherche à humaniser Imu-sama? Pas du tout, moi je fais que retranscrire les informations telles que je les ressens, et en plus de ça, il faut bien comprendre que Imu-sama, je le considère plus comme une divinité, une ancienne divinité, et par contre ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit quelqu'un de totalement humain, qui a subi des mauvaises choses, qui s'est transformé en diable qu'on connaît aujourd'hui, et ça rendrait tout simplement le personnage beaucoup plus profond. Donc à mon avis, c'est quelque chose de totalement possible, même si pour l'instant c'est pas des choses sur lesquelles je me penche actuellement. Mais voilà, je pense avoir répondu à ton message correctement. On continue avec un nouveau commentaire d'Ivan de Mato. Il dit tout simplement: pour moi il y a un problème car on découvre des points faibles du boss qui devrait être le boss final de One Piece. Et tout ça on le découvre bien avant le combat final. Zoro va découvrir comment tuer tous les membres de la team Jimmu, Chopper peut annuler le demi-réversible d'une simple claque, Nami peut prédire l'arrivée d'Imu, donc Luffy et Loki vont one-shot Imu qui à mon avis n'est pas si méchant que ça, pas volontairement en tout cas, car si on réfléchit bien à ce qui se passe simplement par sa présence sur l'environnement, on peut comprendre qu'il est resté enfermé à Marijois pour protéger le monde de son pouvoir chaotique. Sa tenue à Marijois serait une tenue prison faite de granit marin qui l'empêche de corrompre son environnement, et le fait qu'il semble amoureux de l'ancienne reine Nefertari veut peut-être dire qu'il est là pour venger sa mort. Donc déjà, théorie intéressante. Pour revenir sur l'effet que tu as énoncé, donc Nami peut prédire l'arrivée d'Imu, ça je doute quand même un petit peu qu'on peut le dire comme ça. Évidemment Nami a capté quelque chose, mais je préfère voir ça comme son sens à détecter le changement météorologique. Imu, on va dire qu'il a perturbé un petit peu l'atmosphère, ce qui a fait en sorte de changer un petit peu la météo, et Nami a pu capter le changement atmosphérique. Je préfère le voir comme ça que Nami capable de percevoir Imu. Ça voudrait dire qu'elle a soit un acquis de l'observation, soit quelque chose, et ça c'est compliqué à mettre en place et à rendre cohérent pour l'instant. Donc ça c'est le seul truc où, voilà, il fallait que je sois précis par rapport à ça. Pour revenir à toutes les autres choses, évidemment c'est vrai que là, c'est quelque chose que j'ai mentionné, franchement, Imu-sama se dévoile rapidement, même si pour moi c'est un réel plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'était trop rapide, que c'était pas le lieu, on aurait préféré garder ça pour la fin du manga, il y a même une partie de moi qui pense comme ça, mais en fait j'ai complètement changé d'avis pour une seule raison les gars, il faut bien la prendre en compte, c'est tout simplement le fait que Imu-sama est malade. Imu-sama n'a pas l'air d'être le boss final d'une certaine manière, je sais pas, c'est une intuition que j'ai, et quand on le voit malade, quand on voit le fait qu'il avait pas le droit de quitter Marijois, pourtant il l'a quand même fait, quand on voit le fait qu'il est censé être immortel, mais d'un autre côté, il a pas vraiment l'air immortel étant donné la réaction des Tenryubito, des Gorosei qui vraiment ont été touchés par son déplacement, comme s'il n'y avait pas de retour en arrière après, tout ça me font penser que Imu-sama prend de gros risques ou risque sa vie clairement. Et ça c'est assez intéressant parce que ça montre que potentiellement quelque chose de plus gros est peut-être en train de se construire, comme par exemple le fait que l'eau monte. Je me dis mais imaginez que l'eau monte pas pour une raison mais parce que Imu-sama depuis tout ce temps il essaye de contenir quelque chose qui n'arrête pas de se développer, tu vois. Les seules personnes qui savent pour la montée des eaux c'était les Tenryubito, et là on voit que voilà, c'est pas cohérent dans le sens où normalement si l'arme antique attaquait en direction de la Terre, le niveau de l'eau devrait baisser, tu vois, parce que voilà, la désintégration de la Terre aurait dû faire en sorte que l'eau plonge sous les mers plus qu'il sort, et au final c'est le contraire. J'ai l'impression que la Terre d'une certaine manière est en train de mourir, même pour aller vraiment plus loin, et que Imu-sama essayait un petit peu de contenir ça, tu vois. Et ce serait un petit peu le méchant faux méchant. Je sais que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais quand on se rend compte un petit peu de toute l'histoire, le fait que le soleil a été dérobé, on pourrait imaginer que ce soit, je sais pas, le noyau terrestre, tu vois, qui est représenté comme un soleil, hein, c'est un petit peu la vision comme on a, hein. Quand on enlève toute la croûte terrestre, la
la planète, étrangement, elle ressemble à un soleil. Donc, même si c'est complètement différent, j'ai l'impression que Oda pourrait jouer là-dessus pour parler justement de ce vol de soleil. D'ailleurs, si vous regardez bien la fresque, on a tout simplement des gens qui partent dans les tréfonds de la Terre, aller chercher des fragments d'étoiles. On dirait des fragments d'étoiles. Et voilà, une étoile, c'est un soleil. Donc voilà, on pourrait lier tout ça et créer quelque chose comme ça. Et en fait, le monde post-apocalyptique de One Piece pourrait devenir apocalyptique. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est quelque chose que j'arrête pas de voir en ce moment, surtout dans comment Oda développe son histoire. Ça reste encore des théories sournoises, on va les appeler comme ça, mais gardez quand même ça en tête. Ensuite, pour revenir au message, parce qu'on s'est un petit peu éloigné, effectivement, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu déçues de la tournure des événements, mais pour moi, gardez bien en tête que je pense que ça va bien se passer et qu'Oda nous prépare vraiment une masterclass. Et en plus, pour revenir sur ce qu'il a dit, s'il dévoile Imu maintenant, je pense que c'est pas pour rien. Je pense que c'est justement parce que il n'y avait pas plus tard pour développer Imu. Il fallait qu'Imu fasse quelque chose maintenant pour faire en sorte que les choses se mettent en place pour la fin du manga et la grande guerre finale. Et par rapport aux théories qu'il a faites, il y a d'autres commentaires qui vont tout simplement répondre à ces théories, donc on va continuer et vous verrez. Nope qui nous dit: le seul bémol que je peux éventuellement apporter à l'évolution de l'œuvre, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué avec appréhension, c'est que ça ressemble toujours de plus en plus à l'arc Shibuya de Naruto. L'arc Shibuya de Naruto? Oui, c'est quoi cet arc? Je connais pas du tout. Je suis mort. Du coup, comme Madara n'était pas le boss final, Imu risque effectivement de ne pas être l'ultime adversaire de Luffy. Donc ça, c'est assez marrant, parce que oui, pourquoi je rigole? Parce que l'arc Shibuya, c'est dans Jujutsu Kaisen. Vous voulez peut-être dire que l'arc de la grande guerre ninja ou quelque chose comme ça. Et effectivement, à la fin, Madara se fait tuer par le vrai boss final, qui est tout simplement Kaguya, Otsutsuki, etc., etc. Cependant, la différence entre Naruto et One Piece, à mon sens, c'est que là, c'est pas comme si on avait un boss final, tu vois, devant les yeux. C'est pas comme si on avait quelqu'un qui est désigné comme boss final. Effectivement, Imu-sama est vraiment désigné comme boss final, mais il y a encore des gens qui pensent que c'est Barbe Noire. Et en fait, on se pose beaucoup de questions comparé à qui pourrait réellement être le boss final, même maintenant. Im-sama remplissait toutes les cases jusqu'à maintenant, où on commence quand même à avoir un petit peu le doute, et on n'est pas à l'abri d'une pirouette scénaristique. Peut-être qu'il va mourir, et qu'ensuite il va revenir réincarner dans quelque chose de plus petit, plus jeune, plus vigoureux. C'est quelque chose de possible. Peut-être qu'il va changer de corps, à la Orochimaru un petit peu si vous voulez. En fait, il y a plein de potentialités qui feraient en sorte que Im-sama soit bel et bien le boss final. Donc, voilà, on n'y est pas encore, mais c'est des choses auxquelles je crois. Ensuite, petit message de Nope encore une fois, qui dit: si personne ne l'évoque, merci d'avoir pris le temps et d'avoir suspendu le temps sur la révélation du design d'Imu. Tu t'es donné du mal et tu as eu raison. J'ai l'impression que les gens ne réalisent pas. On voit Imu-sama, c'est une dinguerie et on dirait que c'est banal dans la commune. Les gens sont trop choqués pour réaliser. C'est pourtant un moment majeur de ouf. Merci et encore bravo pour ce moment. Et là, on peut le dire, c'est colossal et légendaire. Ça, c'est les mots que je dis assez souvent, c'est vrai. Et honnêtement, merci à toi pour ton message. Effectivement, les gars, même moi, j'ai du mal à m'en rendre compte, mais on vit un moment historique. Imu-sama a été introduit à la rêverie, c'était avant Wano, et je crois que ça fait 7-8 ans, les gars, c'est colossal, là, on peut le dire. Et effectivement, il faut prendre le temps de absorber cette information, et c'est, je pense, pourquoi Oda a décidé de prendre une pause après le chapitre, pour vraiment qu'on digère la nouvelle, pour que les théories se fassent, pour que les gens expliquent avec leurs informations, pour essayer de trouver les réponses à nos questions. Donc voilà, et merci pour ton message, parce que franchement, ça fait énormément plaisir. Je m'en Nope le compte. Ok, on continue avec un petit message de Jano Pindo, et ce message, j'ai hésité à le mettre dans la vidéo, mais bon, je trouvais ça un peu marrant, même si, voilà, c'était un peu limite. Il nous dit tout simplement: Im-sama, c'est marrant, tout le monde fait pareil, des fois c'est il, des fois c'est elle, en fait c'est peut-être Yel, et ça représente le wokisme. Ou alors c'est une ou un trans, et la théorie de la mère de Luffy tient toujours. Ok, j'arrête. Je sais pas quoi dire, mais je vais relever, on va dire, la partie intéressante, c'est que effectivement tout le monde dit il, tout le monde dit elle. Moi, avant même d'avoir la révélation, je faisais déjà cet amalgame, des fois je disais il, des fois je disais elle, et effectivement maintenant qu'on sait que c'est un homme entre guillemets, parce que rien n'est prouvé, ça pourrait être encore un extraterrestre, ça pourrait être un diable sans sexe du tout, et du coup il va falloir changer les habitudes pour prononcer il jusqu'à ce qu'on ait plus d'infos sur ça, même si je pense que là on n'en aura pas avant très longtemps. Donc voilà. Ok, on enchaîne avec le message suivant, c'est un message d'Eddie, et il nous dit: imagine, c'est comme ça qu'il vit longtemps. À chaque fois que quelqu'un mange un fruit du démon, en échange il prend une part de sa vie, et qu'au final Imu posséderait tous les fruits du démon. Donc effectivement, c'est quelque chose que je crois, et en plus de ça, ça fait écho à ce que je disais, dans le sens où les fruits du démon, c'est quand même bizarre. Quand on regarde l'équipage de Roger
qui pour toutes les personnes connues n'a pas mangé de fruits du démon, à part Boulette, mais bon après je sais pas si il est intégré réellement dans l'œuvre principale. Quand on regarde l'équipage de Shanks, pareil, a priori personne n'a mangé de fruits du démon, et peut-être que c'est parce qu'ils ont eu connaissance de toutes ces informations, du coup ils se sont préservés et fait en sorte de pas avoir de lien avec le diable. Et d'un autre côté ce serait cohérent parce que quand on voit la mécanique de One Piece, à chaque fois qu'on gagne un pouvoir on perd quelque chose d'une certaine manière, et en plus de ça il y a toujours cette espèce de échange équivalent dans le sens où il faut que la balance soit équilibrée, tu vois, on peut pas avoir genre énergie infinie etc sans perdre quelque chose, tu vois. Même pour les chevaliers divins, même pour le demi-réversible, vous voyez que la balance tout le temps s'équilibre avec le temps. Le demi-réversible, bah ils ont des points faibles, ils ont même des personnes et peut-être même des fruits du démon qui sont le point faible du demi-réversible. Et pour les chevaliers divins, avec la mécanique des pactes, également ils ont des points faibles, dans le sens où si tu meurs et que t'es chevalier divin, Im-sama prend les dégâts d'une certaine manière. Donc ça montre que voilà, il y a toujours un espèce d'équilibre, et bah, les fruits du démon, s'ils sont réellement liés à Im-sama, potentiellement qu'on pourrait avoir des révélations colossales par rapport à leur pouvoir. Et ce qui est assez intéressant, c'est n'oubliez pas ce que Vegapunk a dit sur les fruits du démon. La phrase disait quand même explicitement que c'était des rêves des personnes qui viendraient d'une autre dimension qui ont été rendus réels dans leur monde à eux. Donc est-ce que on parle de quatrième mur? Est-ce que on parle d'une dimension démoniaque d'où serait originaire Im-sama? Tout ça c'est totalement possible, et voilà, petit à petit les pièces s'assemblent. Donc j'aime énormément cette théorie et c'est pour ça que je l'ai mis en avant dans la vidéo. Ensuite on a BG qui nous dit bof, rien de colossal, un nouveau personnage qui vient toujours en retard, qui n'apporte rien du tout. Il a eu 2 likes, donc ça c'est drôle. Bah ouais, c'est marrant, il y aura toujours tous les avis possibles autour de One Piece. Il y en a qui disent que c'est venu trop tôt, il y en a qui disent que c'est venu en retard. Chacun son avis, mais en tout cas personnellement, moi je trouve que c'est un nouveau personnage entre guillemets, parce qu'il était là quand même depuis longtemps, et en plus de ça il est pas arrivé en retard, à mon sens. Et pour terminer, qui n'apporte rien du tout, là c'est quand même hardcore. Pour moi juste son design, sans qu'il parle, sans rien, apporte énormément au lore de One Piece. On a quand même énormément de mécaniques autour de son design, son pouvoir et tout qui ont été entre guillemets révélés, qui pose énormément d'interrogations et qui fait théoriser énormément. Donc voilà, qui n'apporte rien du tout, je suis pas très sûr de ça. Allez, on continue. On a Kendall qui nous dit: est-ce que tu viens de dire diable et origine de tout dans la même phrase? Avec un smiley blasé. Oui, c'est vrai que ça peut être contradictoire, mais le diable, oubliez pas que dans les mythes bibliques, le diable était un ange, c'était même le porteur de lumière, c'était l'ange le plus haut, le plus rayonnant, et il reflétait tout simplement la lumière divine. Donc quand on le prend comme ça, bah on peut être d'un côté quelqu'un de divin et d'un autre côté devenir le diable. Et en fait, c'est quand on prend connaissance de ces informations autour des mythes bibliques qu'on comprend que la phrase que je viens de dire prend tout son sens. Donc voilà, je vous laisse y réfléchir. Ensuite, on a Zelta qui nous dit: je trouve que juste à 2, les chevaliers divins ont foutu un sacré sbeul sur Elbaf. Ils ne s'attendaient pas à croiser Loki détaché et l'équipage de Luffy. Donc effectivement, ça fait référence tout simplement à une phrase que j'avais dite. Je disais que voilà, les chevaliers divins n'étaient pas assez puissants, ils ne représentaient pas assez la puissance nécessaire pour une fin d'arc grandiose, supérieure à Egghead par exemple, et ça a été à mon sens un petit peu déformé. Donc effectivement, ce qu'il a dit, je suis clairement d'accord avec ça. Pour moi, ils ont quand même détruit une partie de l'île, ils ont fait en sorte de kidnapper les enfants, ils ont blessé énormément de gens. Ça, c'est pas quelque chose que je contredis. Là, ce que je voulais dire dans ces phrases, c'était tout simplement que la force finale pour une fin d'arc, vraiment en rapport avec la narration, pas les événements qui se sont passés dans le manga. Donc je pense que vous voyez assez facilement où je veux en venir, mais clairement je suis d'accord avec ça. Ils ont foutu un sbeul monstre, pour reprendre les mots de Zelta, mais il faut aussi bien comprendre que Loki et Luffy face à ces chevaliers divins, même face à Gunko version Imu, c'était quand même ultra faible. C'est quelque chose que j'arrêtais pas de vous dire, et au vu des informations qu'on a eues dans le dernier chapitre, je pense que maintenant vous êtes assez d'accord avec moi. Donc voilà. Ensuite, on a un autre message de DevDev91 qui nous dit: tout est dans la phrase selon moi, ça parle plus de la contrepartie, ils ne peuvent pas ou ne veulent sûrement pas se haïr, alors Imu se sent niqué. Ou sinon, étant donné que par le passé, il les a déjà fait se battre l'un contre l'autre, ils viennent se rendre compte que le Domi Reversi ne marche pas 2 fois sur la même personne. Je parle de leur incarnation à Luffy et Loki. Donc ça, c'est une théorie que j'aime bien, parce que c'est vrai que il faut expliquer pourquoi Loki et Luffy n'ont pas été Domi Reversi. Et il y a beaucoup d'informations qui pullulent sur le net par rapport à ça. Donc effectivement, il nous en a donné 2.
deux. La première, c'était le fait que voilà, Loki et Luffy ne peuvent pas se haïr, donc forcément le Domi-Reversi ne marche pas. Ça, je pense pas que ce soit possible, parce qu'on a vu que Xebec en Domi-Reversi se battre contre Garp et Roger, pleurer devant eux, et à la fin du combat, être ému et être content d'avoir été sauvé d'une certaine manière par Garp et Roger. Il voulait même faire en sorte qu'ils survivent, donc je pense pas que Xebec haïssait Roger ou Garp. Donc cette théorie, je préfère l'écarter, je la trouve moins pertinente. Par contre, le fait qu'ils se sont déjà affrontés et ont déjà été Domi-Reversi dans le passé, ça, c'est pertinent parce que c'est quelque chose qui corrobore tout simplement ce qui a été dit, qu'on a tout simplement Nika et l'ancien possesseur de Nidhogg qui ont réellement combattu il y a de cela quelques siècles, voire quelques millénaires. Et de l'autre côté, Imusama a réagi bizarrement, c'est-à-dire qu'elle a essayé d'abord de les Domi-Reversi et ensuite elle s'est rendue compte que ça ne marchait pas. Pour moi, il y a deux possibilités. Donc, comme il l'a dit, soit parce que tu peux le faire qu'une seule fois, le Domi-Reversi, soit parce que c'est le côté divinité. Peut-être que Im-sama, si elle a été choquée de pas réussir, c'est parce qu'elle a compris que c'était bel et bien eux, c'était bel et bien les divinités, c'était bel et bien les héritiers de Nidhogg et de Joy Boy. Et ça, ce serait cohérent parce que tout le reste, elle le savait déjà. Certains pensent que c'est des fruits du démon, mais bon, elle savait déjà qu'ils avaient mangé des fruits du démon. Certains pensent que c'est par rapport au fait qu'ils peuvent pas se haïr. Bon, est-ce qu'elle aurait été choquée de pas avoir réussi? Je sais pas, peut-être, mais je sais pas. Surtout que quand elle l'a regardé, elle a vraiment comme si elle avait identifié la personne, tu vois, qu'elle avait compris que c'était eux. Donc, je sais pas trop, mais personnellement, cette dernière théorie est beaucoup plus pertinente, parce qu'il y a beaucoup moins de contre-arguments, et en plus de ça, ça prend des informations adjacentes pour les croiser en une seule et même théorie. Et ça, c'est quelque chose qui rend tout simplement les théories plus probables. Et la dernière, celle que je vous ai dit il y a déjà quelques temps, c'est tout simplement que c'était divinité. Peut-être que Im-sama ne peut rien contre des divinités qui sont un petit peu comme elle. Parce que si on reprend un petit peu l'analogie que j'avais fait par rapport au diable dans les mythes bibliques, le fait que c'était un ancien ange déchu, et aussi au fait que d'autres membres dans l'univers de One Piece sont considérés comme des dieux, et ben on pourrait les mettre au même titre, comme si c'était des anges, et que les anges entre eux ne peuvent pas appliquer leur pouvoir les uns sur les autres. Donc c'est quelque chose qui, à mon sens, est pertinent, et en plus de ça, ça reprend un petit peu les mythes bibliques, donc à voir, même si pour l'instant ça reste faible pour valider une théorie. Ok, bah ça tombe bien, parce que là on passe tout simplement à Heidi, qui nous dit « Tous les détenteurs de fruits ne peuvent pas être Domi-Reversi ». Donc ça, j'y crois plus du tout depuis l'avant-dernier chapitre, là où tout simplement Imusama est choqué de voir que Loki et Luffy ne peuvent pas être Domi-Reversi. C'est-à-dire que depuis le début, elle voit Loki transformé en dragon, elle essaye de le Domi-Reversi, et elle dit « Oh quoi? Vous êtes possesseur de fruits du démon ?» Vous voyez un petit peu le fait que ce soit pas du tout possible. Pour moi, c'est pas du tout lié aux fruits du démon. Bon, ça peut, hein, parce que on peut tout imaginer dans One Piece, mais franchement, ce serait tellement mal fait de réagir comme ça, alors que ça fait 20 minutes qu'il y a Loki qui détruit tout sur l'île, et t'es choqué de pas pouvoir le Domi-Reversi parce que t'as essayé à l'instant. Donc à mon sens, le côté fruit du démon empêche le changement en Domi-Reversi, j'élimine un petit peu parce que c'est le moins probable. Et on termine tout simplement avec un petit message de Nope Nope qui réagissait tout simplement à vous rappeler le fameux One Piece qui a été enfoui sous les mers par l'équipe de production d'Oda pour fêter les 600 millions de tomes vendus. Et il dit tout simplement: salut Fantôme, est-ce qu'on pourrait quand même pas en conclure une vérité, à savoir que le One Piece se situe quelque part au fond de l'océan. Et ça c'est assez intéressant parce que personnellement tout converge. Vous savez, pour moi le One Piece est soit en orbite autour de la Terre sur une planète, sur un astéroïde, il a été projeté et il tourne depuis tout ce temps autour de la Terre, soit il est au tréfond des océans, sous Redline, dans un océan qui regroupe tous les océans, qu'on pourrait appeler All Blue, avec une île qui a été complètement enfouie, qui est même proche du centre de la Terre, ce qui ferait cohérence tout simplement à ce que je vous ai dit au début de cette vidéo, par rapport au fait que voilà, le soleil, les morceaux d'étoiles, le soleil interdit, les morceaux d'étoiles qui ont été cités dans les différents mondes, pour moi, prendraient tout leur sens. Et en plus de ça, vu qu'Oda a mis le One Piece sous la mer, on voit que le niveau de la mer monte, on voit que les îles ont été englouties, donc il y a quand même l'Atlantide, il y a aussi le pays de Mu, qui ont à peu près les mêmes histoires, des continents engloutis. Et quand on prend tout ça, on se pose beaucoup de questions sur le fait que, où est le One Piece? Pour moi, comme je vous ai dit, il doit y avoir un océan caché, un océan secret. Pour moi, c'est un océan qui est sous Grand Line, parce que vous connaissez la théorie du fait que Rivers Mountain forme une croix sur les cartes. Là où on met les croix, c'est là où on planque les trésors. Vous avez aussi le fait qu'il faut détruire Redline, la boule se cogne la tête contre Redline. Vous avez aussi le fait que il faut découvrir un petit peu All Blue, etc. Et voilà, la jonction de tous les océans du monde, c'est bel et bien ici, parce que on oublie souvent le 5e océan, qui est tout simplement Grand Line
Line et le Nouveau Monde. Et tout ça converge vers un même endroit et ce serait un petit peu la passerelle pour atteindre, comme je vous disais, le soleil interdit d'une certaine manière. Et en plus de ça, de l'autre côté du monde, on a exactement la même chose, Marie-Joie avec l'arbre d'Ève, et on sait que l'arbre est quand même bien caché, on sait pas pourquoi. Donc je pense que tout ça vous le savez déjà, et c'est des endroits qui sont quand même assez spéciaux. C'est des endroits quand même qui sont assez spéciaux. Donc pour moi, je le vois bien comme ça, caverne de cristal avec un océan gigantesque, ce serait peut-être même de l'eau douce, peut-être une eau où on peut nager, ce serait complètement ouf, et on aurait tout simplement Raftel, une île cachée, un endroit que personne ne peut voir. Et ce serait beau parce que quand tu commences One Piece, tu serais obligé de passer dessus pour tout simplement te rendre compte que dès que t'as commencé, t'étais déjà arrivé en fait d'une certaine manière. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être assez sympathique. Et vous savez aussi que, comme j'ai ma théorie par rapport à Luffy dans l'espace, pour moi, ce serait cohérent que Luffy, grâce à un vol spatial d'une certaine manière, il puisse se rendre compte tout simplement vu du ciel qu'il y a une croix gigantesque sur Red Line et que le trésor pourrait se trouver ici. À mon sens, c'est possible, ce qui fera en sorte que on aille bien dans les étoiles, parce que n'oubliez pas qu'il y a Roadstar, la route des étoiles. Donc est-ce que c'est des métaphores pour guider Luffy, étant donné que Luffy est censé être une étoile, ou est-ce que il faut vraiment aller dans les étoiles pour atteindre la dernière île? C'est quelque chose qu'on va découvrir, je pense, pour très peu de temps, mais c'est quelque chose auquel j'arrête pas de penser, étant donné tous les enjeux, tu vois. Même les références, le fait qu'il y ait des pirates dans l'espace et tout, il faut que Luffy aille dans l'espace s'il veut être vraiment le roi des pirates, étant donné qu'il y a déjà des pirates dans l'espace. Donc, à voir, on verra, ce sera peut-être la révélation de son rêve, on sait pas, peut-être son rêve c'est d'aller dans l'espace, mais en tout cas c'est des choses qui me passionnent et qu'on va creuser ensemble très bientôt. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, follow, commenter, vous avez le Twitter, le Discord et les souscriptions, et pour terminer vous avez 2 chaînes secondaires, une qui traite du gaming, une qui traite du TCG One Piece. Merci à tous ceux qui rejoignent, vous êtes les GOAT, et nous on se retrouve très bientôt. Allez, prenez soin de vous, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, ciao.